L'essence, la veille de l'essence là, ça nous tue les âmes. Ça nous tue les âmes, c'est ça qui nous tue. Parce que si tu travailles, tu vas prendre l'argent là pour payer de l'essence. C'est ça qui nous tue. S'il peut faire l'essence un peu diminuer, ça sera une bonne chose. C'est ça. Sinon l'essence qui nous tue. Tu travailles, l'argent qu'on trouve là, c'est ça qui encore amène, c'est comme une chômage qui est dans le pays encore. L'essence là nous a amené encore dans une chômage. L'argent qu'on trouve, on perd de l'essence. L'argent qu'on trouve, on perd de l'essence. C'est ça qu'il n'a qu'à faire tout. S'il peut diminuer l'échange de prix là, ça sera une bonne chose. Non, les clients ne comprennent pas. Ça là, c'est clair net. Ils disent que, parce qu'avant là, ils prennent, ici à Tokpa c'est 150 à 100 francs. Et maintenant, tu vas leur dire de payer 200 là. Ils refusent. Ils refusent catégoriquement. Il y a d'autres là qui prennent le pied pour dire, ah, si c'est ça, moi je vais marcher à pied. C'est ça. Et puis tu es obligé de prendre ça. C'est ça que tu fais. C'est ça. Tout ce que va faire, c'est le président. Parce que le président maintenant, il est devenu le théâtre d'aujourd'hui. Tous les choses qu'on va dire là, c'est sur sa tête. Si c'est ça, il n'a qu'à nous attendre pour pouvoir diminuer le prix d'essence, pour qu'on puisse travailler un peu. Parce que c'est un grand chemin qu'il a encore amené. D'une manière de supprimer l'essence par mais ça ne peut pas aller. Il n'a qu'à ça là, on lui supprime. Un grand supprime, on lui fait de ne pas supprimer l'essence par là. C'est ça. Il n'a qu'à laisser ça. Et nous sommes au mois d'août et nous sommes actuellement en train de faire les cours de vacances. Les cours de vacances ont pour but d'aider les apprenants parce que nous avons 2 mois de repos pour qu'ils ne mettent pas tout le temps à s'amuser, à regarder la télé, à passer de ruelle en ruelle. Nous organisons les cours de vacances pour les repêcher, pour renforcer leurs capacités intellectuelles, pour les aider à mieux préparer l'année scolaire à venir. Les préliminaires, les premières situations d'apprentissage des nouvelles classes à venir, on aborde les activités de ces classes-là avec eux en vue de mieux les préparer à la rentrée scolaire. Cette année, c'est une année spéciale parce que par rapport à la morosité financière, les enfants ne sont pas sortis comme cela se doit. Habituellement, ils sont plus nombreux que ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est timidement, l'effectif n'est pas au top niveau. C'est quelques-uns qui sont là. Bon, on fait avec. Parents, je leur demanderais de faire l'effort parce que les enfants sont ce que nous avons de plus cher. Et c'est sur eux que nous investissons afin d'obtenir quelque chose demain, plus tard. Donc, qu'on ne regarde pas les sous qu'on doit payer, 2000 ou bien 1500 là, et dire non, reste à la maison et autres. Ça aide les enfants, quoi qu'on dise, les cours de vacances aident les enfants à mieux aborder l'année scolaire. Donc, j'invite les parents à faire un effort sur eux-mêmes pour payer, pour envoyer leurs enfants à ces encadrements. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, prendre un répétiteur à la maison, c'est de l'argent. Ce n'est pas 2000, ce n'est pas 1500. Mais c'est pour amoindrir les coûts, pour aider quand même les enfants dont les parents n'ont pas ces moyens-là, que les cours de vacances sont créés. Donc, de faire un effort, que les parents fassent un effort d'envoyer les enfants aux cours de vacances pour mieux les aider. Je suis en train de constater un désir acharné de la population africaine d'être libre, de couper le pont avec la France. Et aussi longtemps que nos dirigeants ne vont pas comprendre cet désir profond de la population africaine qui est de changer la donne, et nous serons en train d'assister à ces genres de choses en Afrique. Donc, tant que la façon de diriger de nos présidents ne seront pas ce que ça doit être au profit de la population, au profit des couches défavorisées, on ne peut qu'assister à ces genres de situations. Bon, je suis tellement désolé, attristé et confondu que du jour au jour, l'Afrique de l'Ouest, surtout qui m'intéresse, se retrouve avec des coups de force à répétition. Sinon, tout azimut. 63 ans après les indépendances, nous ne devons plus être à ce stade.
Observez vous-même, les Chinois et les Japonais en 1960 étaient à notre standing de vie. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons rouler sur nos pistes, nos routes, viennent de l'Asie. Nos militaires sont formés, c'est pour protéger nos nations. Ils ne devront pas se permettre encore, en 2023, ce mois de juillet, encore la pagaille. Ça, c'est la pagaille. Qu'est-ce que le militaire a dans la gestion? Prospérer d'un État? Rien du tout. Je dis nini. Oui, quand je prends par exemple la CEDEAO, une institution budgétivore qui n'a aucun pouvoir parce que c'est les chefs d'État africains qui c'est des ramassis des mal élus qui sont là pour se protéger et pour faire leurs lois. Quand je prends par exemple Alassane Dramane Ouattara, qui a fait 2 mandats, 3 mandats, et la CEDEAO ne dit rien sur ça. Et quand si coup d'État se passe maintenant en Côte d'Ivoire, on va dire la CEDEAO va commencer à créer. Quand les choses se passent, par exemple au Mali, au Guinée, au Burkina, est-ce que la CEDEAO, quand l'aspect a commencé par gonfler, est-ce que la CEDEAO en question a crevé ça? Non. Nous avons la CEDEAO, mais pour ma part, la CEDEAO est là comme un épouvantail. Parce qu'il ne répond pas à ce que veut l'Afrique en réalité. Et c'est comme un canal pour les dirigeants européens de maintenir toujours l'Afrique dans le sous-développement. Et l'UEMOA aussi, nous avons toutes ces institutions-là. Mais quel rôle ils jouent? Il faut que des gens comme Assimi Goïta et Ibrahim et Touré, etc. naissent en Afrique comme des champions pour changer la donne. Il faut des gens courageux, il faut des jeunes dynamiques, dévoués, prêts pour le peuple et non pour leur propre intérêt pour que l'Afrique change. Aucune constitution n'écrit coup d'État dedans. Mais maintenant, retour à, comment dirais-je, à l'ordre constitutionnel, mais ça là, ça va venir. Dans tous les coups, quelle que soit la durée du coup d'État, ils vont revenir. Mais maintenant, le général Tchani, il avait bien dit dans sa déclaration pourquoi il est là. Mais laissons-le voir, est-ce que ce qu'il a dit là, il va le faire ou pas? C'est ça, il est là pour l'insécurité. Il a parlé de long en large, ce qui se passe sur la sécurité. Mais maintenant qu'il est là, et voilà ce qu'il a dit, mais on doit l'accompagner. Et tous les Nigériens, qu'ils soient à l'interne ou bien à l'externe, tout le monde doit l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on veut la paix au Niger. On n'a pas besoin d'autre chose. On veut juste aller dormir et se réveiller en paix. Et c'est pourquoi il est là. Et c'est ce qu'il a dit. Mais donc, le peuple nigérien, là où ils sont, qu'ils soient au Niger ou bien à l'extérieur, ce peuple doit soutenir le général Tchani jusqu'au niveau où on va voir que vraiment, si c'est ça, on continue à le soutenir. Si ce n'est pas ça, le même peuple va sortir pour le dégager. C'est comme ça, la vie politique. C'est comme ça. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te chasse. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on crée dire qu'il y a de crise. S'il y a crise, peut-être c'est les organisations internationales qui veulent créer de crise. Parce que asphyxier tout un peuple, c'est aussi créer une crise. C'est ça la vraie crise. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, il n'y a pas de crise. Mais maintenant, vous fermez les frontières. Mais comment le Niger va se ravitailler? C'est ça la crise maintenant. C'est pas, au contraire, ce n'est pas le coup d'État qui veut faire la crise, mais plutôt, c'est la CEDEAO qui veut instaurer la crise au Niger. Vous savez, nous ne sommes plus maintenant dans les anciennes années là. Vous savez ce qu'il y a aujourd'hui. Les Africains, je veux dire que c'est un éveil de conscience. C'est un éveil de conscience. Aujourd'hui, qui veut être sous domination? Mais personne. Mais personne. Parce que moi, aujourd'hui, je veux dire que je demande même aux Nigériens de ne même pas fêter le 3 août. Parce que le 3 août n'est pas vraiment une date d'indépendance pour le Niger. Parce que vaut mieux attendre le 26 juillet là pour voir si on peut le prendre comme date d'indépendance. Parce que si on parle et c'est la France qui dirige, c'est la France qui donne ces directives, là on n'est pas indépendant. Mais pourquoi considérer le 3 août comme jour d'indépendance? Moi je préfère que ce soit le 26 juillet comme jour d'indépendance. Voilà ce qu'il y a.
C'est l'éveil des consciences. Nous, on n'a pas connu la colonisation. On ne va pas nous forcer à être comme nos aïeux. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Maintenant, c'est à la France de voir, ou bien un autre pays. C'est un partenaire privilégié, la France. On n'a jamais refusé la France. Personne n'a refusé. Mais s'il vient un partenariat gagnant-gagnant, mais qui refuse cela? Personne n'a refusé. Mais l'acharnement là, qu'on arrête. Qu'on arrête. Ils peuvent tirer sur les Nigériens. Les 2, 3, 4 Nigériens qui vont rester, ils vont continuer à vivre au Niger. Tout simplement. Une semaine après le coup d'État au Niger et quelques jours seulement après les sanctions financières imposées par ses voisins d'Afrique de l'Ouest, la population commence déjà à ressentir les effets du putsch sur l'économie. Si les marchés sont encore pleins, les acheteurs sont découragés par les prix des denrées alimentaires qui ont brusquement augmenté. On a acheté ça à 10 000, des fois même 9 000. Maintenant, à un moment donné, ça a augmenté. On achète ça à 10 000, 10 500. Mais aujourd'hui, là, ça fait 13 750. Le pays étant enclavé, la fermeture des frontières de certains pays comme le Bénin pourrait engendrer une crise économique. Nous savons très bien que en fait, nous échangeons avec les pays frontaliers, puisque nous ne sommes pas un pays qui a un accès direct sur la mer. Alors, tout ce que nous commandons, le pays achemine, ça arrive au niveau des ports des pays voisins. Et à partir de ces pays voisins, nous essayons de les acheminer au Niger. Et donc, si ces pays décident de fermer leurs frontières, alors forcément, il y aura un impact sur la vie socio-économique de ces Nigériens. Pour aggraver la situation, les opérations bancaires sont pour la plupart indisponibles. La population rapporte que les distributeurs automatiques de billets ont cessé de fonctionner. Le slogan « Non à la CEDEAO » a résonné jeudi dans les rues de la capitale nigérienne, Niamey, alors que des milliers de personnes étaient rassemblées pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Niger et soutenir le coup d'État qui a renversé le gouvernement du président élu, Mohamed Bazoum. Non à la CEDEAO et à l'IMOA, non à toute force qui veut déstabiliser notre pays. Nous voulons que notre pays s'engage dans la voie de sa souveraineté et de la dignité de son peuple. Nous remercions vivement les autorités maliennes, burkinabées, guinéennes, algériennes, mauritaniennes, toutes les autorités africaines qui ont manifesté leur solidarité agissante vis-à-vis de notre pays. Les manifestants ont protesté contre les sanctions imposées dimanche dernier par la CEDEAO. L'organisation a ordonné à la junte de rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir dans un délai d'une semaine. À quelques jours de l'échéance, les putschistes ont déclaré qu'ils ne céderaient pas. Je suis là pour mon pays et je suis prête à mourir pour mon pays. Parce que moi, je ne suis pas une politicienne. Je suis là pour mon pays et je suis là pour la nation et pour la paix. Aujourd'hui, le premier agresseur de nos pays, c'est la CEDEAO. Donc vraiment, c'est une honte. Et c'est inacceptable, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas l'admettre et nous en appelons vraiment à tous les autres pays de la CEDEAO vraiment de soutenir le Niger, de ne pas permettre une énième agression contre un pays de la CEDEAO. Une délégation de la CEDEAO est au Niger depuis mercredi afin de négocier avec la junte. En cas d'échec de ces pourparlers diplomatiques, le bloc de l'Ouest a menacé d'user de la force. Un voyage pour rien. C'est ainsi que pourrait être qualifié le déplacement effectué jeudi à Niamey par une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et pour cause, elle est repartie de la capitale nigériane quelques heures après son arrivée sans avoir rencontré ni le général Abdourahmane Tiani, ni le président renversé Mohamed Bazoum. La délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdoulaye Sami Aboubakar, devait initialement présenter au nouvel homme fort du Niger les exigences de l'organisation régionale pour une sortie de crise dans le pays. Sous le coup d'un ultimatum de la CEDEAO qui expire dimanche, la junte au pouvoir au Niger a fait savoir jeudi qu'elle riposterait immédiatement en cas d'agression ou de tentative d'agression. Menée par le général Salifou Modi, numéro 2 du pouvoir militaire au Niger, une délégation a quitté Niamey pour se rendre à Bamako.
Salifou Modi s'était déjà rendu au Mali en mars pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Quelques jours plus tard, il avait été limogé de ses fonctions de chef d'état-major par le président Mohamed Bazoum. Le but de cette nouvelle visite n'a pas été dévoilé, mais elle intervient alors que les auteurs du coup d'État au Niger font face à une intense pression régionale et internationale. La CEDEAO a même agité la menace d'un recours à la force si le président renversé Mohamed Bazoum n'est pas rétabli dans ses fonctions d'ici à dimanche. Et le Sénégal a confirmé ce jeudi qu'il participera à une éventuelle intervention militaire de l'organisation ouest-africaine à Niamey. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO se réunissent d'ailleurs actuellement au Nigeria et face à cette pression, Niamey a reçu le soutien du Mali et du Burkina Faso. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires s'affrontent depuis le 15 avril et les civils seraient victimes d'une horreur inimaginable selon Amnesty International. Dans un nouveau rapport, l'ONG fait état de crimes de guerre et d'attaques délibérées contre les populations civiles. Selon Amnesty, des attaques auraient ciblé des hôpitaux et des églises et les pillages seraient systématiques. Ces 3 derniers mois ont été vraiment dévastateurs pour les civils au Soudan. La situation continue de s'aggraver et comme vous l'avez peut-être vu, près de 3 millions de personnes ont déjà été déplacées à l'intérieur du pays et plus de 800 personnes ont traversé les pays voisins et vivent dans des conditions humanitaires désastreuses, y compris un grand nombre d'entre elles que nous avons rencontrées dans l'est du Tchad lorsque nous faisions cette recherche. Le document, qui porte surtout sur des faits relevés à Khartoum et dans la région du Darfour, se base sur des interviews de 181 personnes dans l'est du Tchad et à distance. Les premières personnes, entités ou partis auxquelles nous nous adressons sont les forces armées soudanaises et les forces de sécurité soudanaises, pour leur dire que nous devons protéger les civils et mettre fin aux violations ou aux attaques qui sont délibérées et aveugles et qui causent de graves dommages, y compris la mort. Nous devons veiller à ce que les viols et les violences sexuelles cessent, et le cas échéant à ce que des enquêtes crédibles soient menées pour que les responsables dans leur rang soient traduits en justice. Amnesty International demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'étendre à l'ensemble du Soudan l'embargo sur les armes qui s'applique actuellement au Darfour. Villages, pâturages et terres agricoles inondées, le Soudan du Sud, confronté aux conditions météorologiques extrêmes, doit aussi faire face à la faim. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Les précipitations de mars et d'avril ont dépassé de 50% les moyennes à long terme dans le bassin du lac Victoria, identifié comme la source des inondations. Près de 8 millions de personnes, soit les 2/3 de la population, sont confrontées à une situation de crise. L'agence de l'ONU précise qu'il s'agit du chiffre le plus élevé jamais atteint, loin de ceux observés au plus fort de la guerre civile. Aussi, le Programme alimentaire mondial a-t-il lancé un appel de fonds urgent demandant 567 millions de dollars supplémentaires au cours des 6 prochains mois afin de maintenir l'aide et organiser la résilience des populations sur le long terme. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a inauguré une centrale électrique jeudi dans la ville de Hwange, dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle centrale de 600 MW est l'un des 4 projets énergétiques entrepris grâce à un prêt d'1,2 milliard de dollars de la Chine. Pour le chef de l'État, elle devrait être un catalyseur essentiel du développement, le pays étant confronté depuis des années à de graves pénuries d'électricité. Pour tout développement, pour toute modernisation, l'énergie des pays en développement est un catalyseur essentiel de notre industrialisation. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était en 2018. Et cette centrale est l'accomplissement de ce qui était prévu lorsque nous avons posé la première pierre.
Lors de la visite de la centrale, Mnangagwa a vanté les mérites de sa collaboration avec la Chine. Rappelons-le, le pays d'Afrique australe n'a plus accès au financement du FMI et de la Banque mondiale en raison d'arriérés de paiement. Nous avons décidé de nous tourner premièrement vers nos propres ressources nationales pour survivre. Deuxièmement, nous devons nous rapprocher de nos amis traditionnels qui nous soutiennent dans notre volonté de faire un bond en avant aux côtés des autres pays en développement. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. À l'approche des élections nationales du 23 août prochain, Emmerson Mnangagwa enchaîne les inaugurations depuis le début de la semaine. Lundi, il a inauguré une mine de charbon et une clinique mercredi avant de lancer la centrale. Élargir les BRICS à des pays comme l'Algérie, le Venezuela, l'Éthiopie ou l'Arabie Saoudite. Lors d'une conférence de presse au palais présidentiel, le Brésilien Lula a réaffirmé son souhait d'agrandir ce club des puissances émergentes. Nous allons débattre de l'entrée de nouveaux pays dans les BRICS. Et je suis d'avis que si de nombreux pays veulent être admis, s'ils respectent les règles que nous sommes en train d'établir, nous accepterons leur admission. En attendant la création d'une monnaie commune, les BRICS ont créé une banque de développement en 2015 pour financer des projets d'infrastructure et de développement durable. Je pense que la banque des BRICS doit être plus efficace et plus généreuse que le FMI. C'est-à-dire que la banque est là pour aider à sauver les pays et non pour aider à les couler, ce que fait souvent le Fonds monétaire international. Les BRICS représentent actuellement plus de 40% de la population mondiale et plus de 20% du PIB mondial. Ils sont venus du Sénégal, de Mauritanie et d'autres pays en quête de démocratie, de respect et d'herbes plus vertes aux États-Unis selon leurs mots. Mais depuis fin juillet, ces centaines de migrants passent la nuit à la Belle Étoile devant un hôtel de New York dans l'espoir d'obtenir un hébergement que la municipalité est légalement tenue de fournir à tout réfugié, demandeur d'asile ou migrant économique. Le travail c'est lent. Il prend pas 10 personnes, il attend pendant 4 heures, 6 heures de temps pour prendre encore 10 personnes. Ça c'est lent. C'est choquant. C'est pour cela qu'on est arrivé, on est passé beaucoup de pays pour arriver là et on a souffert. On a souffert. Si on est venu ici parce qu'on a confiance à ce pays-là. Près de 1800 personnes sont actuellement hébergées aux frais de la municipalité dans des foyers, hôtels et appartements vacants. Mais la ville américaine qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigration affirme aujourd'hui manquer de place pour les derniers migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'aide. La situation ne va pas s'améliorer. À partir de maintenant, c'est la descente. Il n'y a plus de place. J'étais au Roosevelt samedi. J'y suis allé dimanche. La file d'attente tout autour du pâté de maison faisait mal aux entreprises. Ça ne va pas s'arranger. Depuis avril 2022, quelques 95 000 migrants, majoritairement d'Amérique centrale et du Sud, sont arrivés dans la Grosse Pomme.